chercheur, sociologue, spécialisé dans les questions de sécurité et de justice depuis 10 ans. Alors, la surveillance totale renvoie à deux paradigmes qui sont souvent mobilisés pour comprendre ce qui se joue dans le développement de la vidéosurveillance. Alors, le premier paradigme, c'est celui de l'approche panoptique de Michel Foucault, qui développe l'idée d'une société de surveillance en s'appuyant sur le modèle architectural du panoptique de Jérémy Bentham. Alors, ce panoptique, qui est pensé avant tout comme un modèle de prison, eh bien, permet de tout voir sans être vu et est censé produire une normalisation des comportements. Le deuxième paradigme, c'est celui de Big Brother, en référence à l'ouvrage 1984 de George Orwell, eh bien, dans lequel le pouvoir totalitaire vise à assurer l'obéissance complète des individus. Alors, 1984 est un paradigme souvent mobilisé par la presse et les militants anti-caméra pour dénoncer le caractère liberticide de la technologie de vidéosurveillance. Dans la littérature scientifique, on a un courant de recherche qui est spécifiquement voué à l'étude de la surveillance, qu'on appelle les surveillance studies, qui a mobilisé plutôt l'approche panoptique de Michel Foucault pour analyser les visées disciplinaires de la vidéosurveillance et pour dénoncer aussi le caractère liberticide de cette technologie, même si cette approche a été remise en cause par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que la presse, mais aussi les militants pro et anti-caméra, ou enfin les surveillance studies, ont en commun, en fait, de polariser le débat public sur l'opposition entre sécurité et liberté. Donc, dans mon enquête, en revanche, il me semblait intéressant de revenir sur ces présupposés, c'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant la puissance et le pouvoir attribués à la vidéosurveillance en analysant eh bien, ses usages et ses pratiques concrètes. Ils sont intéressants pour rendre intelligible la situation, mais pour autant, ces paradigmes ne sont pas totalement applicables. Alors pourquoi ? Parce que pour l'instant, la surveillance n'est ni généralisée ni centralisée. Tout d'abord, ce qu'on observe sur le terrain, ce n'est pas la vidéosurveillance au singulier, mais c'est un large éventail de dispositifs existants. Les caméras dômes, les caméras factices, les caméras dédiées à la relecture de plaques, par exemple. Donc, les caméras ne nous surveillent pas toujours. Ensuite, il n'y a pas de centralisation des dispositifs, auxquels sont assignés d'ailleurs des objectifs très différents. Vidéo verbalisée, surveiller des bâtiments communaux, le comptage de flux de personnes, ou encore la surveillance des salariés d'ailleurs. Enfin, celles et ceux qui sont en poste derrière les caméras, qui surveillent, eh bien, ne surveillent pas toute la population. En fonction de leurs consignes de travail, de leur chaîne de perception, de la normalité et de l'anormalité, eh bien, ils ont une surveillance sélective de la population. Remarquons également que le projet de mise au pas de la population à travers les visées disciplinaires de la vidéosurveillance eh bien, n'est pas toujours réalisé. On le voit par exemple, les caméras ne dissuadent pas de passer à l'acte, notamment dans le cas récent d'attentats qui ont même été commis à visage découvert. Donc il me semble important de distinguer, de dissocier le potentiel de surveillance de la surveillance réelle.